Je me souviens encore du silence pesant qui envahissait le hall de marbre ce soir-là. Les lustres de cristal diffusaient une lumière irréelle sur les visages tendus des invités, tous magnats et politiciens, réunis dans un hôtel particulier au cœur de Paris. Quelques minutes plus tôt, Élodie Morel, héritière d'un empire bancaire, avait franchi la porte en robe de soie émeraude. Et puis, soudain, elle n'était plus là. On aurait pu croire à un caprice mondain, une sortie discrète par une issue dérobée, mais ses regards inquiets, ses gestes nerveux m'avaient frappé. Elle savait que quelque chose se tramait. Je la suivais à distance, chargé par la famille de veiller sur elle, mais je fus happé par la foule et, en l'espace d'un instant, je la perdis. Quelques heures plus tard, alors que la fête s'achevait dans les murmures et les verres brisés, une rumeur circulait. Élodie n'était jamais remontée dans sa suite. Aucun témoin fiable. Seule une caméra de surveillance montrait son reflet pressé dans un ascenseur, clutch à la main, l'air traqué. Puis l'image se brouillait. Plus rien. Les jours suivants, au milieu des journaux glacés et des couvertures tapageuses, un détail glaçant m'apparut. Dans les dossiers secrets laissés derrière elle se cachaient des relevés bancaires, des graphiques de transferts obscurs et des emails internes où l'on évoquait des milliards enfouis. C'était plus qu'une disparition mondaine. C'était la preuve d'une manipulation financière internationale. Je n'étais plus seulement témoin d'un drame, j'étais piégé dans un réseau de mensonges et de pouvoirs, et chaque regard que je croisais me soufflait la même menace. Tais-toi ou tu seras le prochain à disparaître. Je m'appelle Adrien, ancien conseiller discret de la famille Morel. Pendant des années, j'ai côtoyé les couloirs parfumés de leurs hôtels particuliers, j'ai assisté à leurs dîners où se mêlaient champagne millésimé et secrets inavouables. Ma fonction officielle était de gérer leurs relations publiques, mais ma véritable mission consistait à protéger leur réputation, coûte que coûte. Quand Élodie a disparu, ce fut comme si le vernis parfait d'un monde trop lisse s'était fissuré sous mes yeux. Les Morel m'avaient confié leur héritière, et voilà qu'elle s'était évaporée dans le labyrinthe d'une soirée mondaine. Mon rôle de témoin est devenu fardeau. Je portais sur mes épaules la responsabilité d'une vérité dangereuse. Car Élodie n'était pas qu'une héritière fragile. Elle savait. Ses silences m'avaient souvent paru lourds de secrets. Elle avait découvert, j'en suis convaincu, des traces d'opérations bancaires qui n'auraient jamais dû exister. Des milliards se déplacèrent dans l'ombre, à travers des sociétés écrans, des paradis fiscaux, des transferts déguisés. Elle se battait avec ses propres doutes, dénoncer ou disparaître. Moi, je n'étais qu'un spectateur forcé, pris entre le luxe étincelant et l'odeur rance de la corruption. Dans ces salons dorés, les sourires n'étaient que des masques. Derrière chaque poignée de main, il y avait un pacte. Le monde extérieur ignorait que, sous le cristal et la soie, se cachait une mécanique prête à broyer quiconque menaçait son équilibre. C'est cette histoire que je vais vous confier, morceau après morceau, comme on entr'ouvre un coffre interdit. Mais avant de plonger plus profondément, permettez-moi une demande. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire de quel pays et quelle ville vous nous regardez. Votre soutien est la seule lumière dans cette obscurité où je m'apprête à vous entraîner. La dernière fois que j'ai vu Élodie Morel, c'était dans la salle de bal de l'hôtel particulier des Morel, où lustres en cristal et miroirs dorés reflétaient une opulence presque indécente. Elle avançait d'un pas hésitant, robe de soie émeraude moulant sa silhouette, sourire figé pour les photographes mais yeux fuyants. J'étais à quelques mètres, chargé de la surveiller discrètement. Ce détail, je ne l'ai jamais oublié. Ses doigts tremblaient, comme si elle pressentait que cette soirée marquerait sa disparition. Autour d'elle, les conversations bruissaient, comme un orchestre de fausses notes. Banquiers, politiciens, héritiers d'empires, tous riaient trop fort, exhibant cigares et montres incrustées de diamants. Je connaissais ces visages. Derrière leurs plaisanteries, il y avait des contrats dissimulés, des pactes interdits, des dettes de pouvoir. Élodie se tenait là, fragile au milieu de ses rapaces, et je sentais qu'elle portait un fardeau invisible. Ses yeux passèrent de table en table comme si elle cherchait une issue ou redoutait une embuscade. Je l'ai suivie du regard lorsqu'elle s'est assise auprès de deux magnates pétroliers. L'un d'eux, costume anthracite et sourire carnassier, se pencha pour lui glisser des mots à l'oreille. Elle eut un frisson visible, détourna son visage et but une gorgée de champagne pour masquer son malaise. Je savais qu'elle détestait cette hypocrisie, mais ce soir-là, son rejet semblait plus profond. Comme si ce qui lui avait soufflé résonnait avec une menace plus vaste, liée à des secrets financiers dont je n'avais pas encore conscience. Quand elle se leva brusquement, prétextant un appel, je décidai de la suivre. Le couloir menant aux suites était recouvert d'un tapis perçant, étouffant mes pas. Elle s'arrêta, sortit son téléphone, et ses doigts tremblants firent défiler une série d'emails. J'aperçus, par-dessus son épaule, des phrases codées, évoquant des transferts, des fonds protégés et îles discrètes. Ses yeux se remplirent d'une peur sourde.
Elle rangea le portable aussitôt qu'un serveur passa. Mais j'avais vu assez pour comprendre qu'elle avait découvert quelque chose de dangereux. De retour dans la salle, elle rejoignit Alexandre, son fiancé officiel, héritier d'une dynastie industrielle. Leurs regards ne se rencontrèrent pas, leur sourire semblait en carton, fabriqué pour les photographes. Je savais que leur union n'était qu'une vitrine destinée à consolider deux empires financiers. Pourtant, ce soir-là, l'absence d'affection entre eux prit un ton sinistre. Alexandre paraissait distant, presque étranger, comme s'il avait déjà accepté la disparition d'Élodie avant même qu'elle ne survienne. Ce détail me hante encore aujourd'hui. Peu après minuit, elle quitta discrètement la table. Je la vis s'avancer vers l'ascenseur privé réservé aux invités de marque. Ses talons claquèrent sur le marbre et ses regards furtifs derrière elle confirmaient en sa peur. Je voulais la rejoindre, mais un garde du corps me bloqua brièvement le passage, prétextant un contrôle de sécurité. Quand je parvins enfin au bout du couloir, les portes dorées s'étaient déjà refermées sur son visage crispé. Cet ascenseur devint le dernier théâtre où Élodie fut aperçue vivante. Les caméras de surveillance confirmèrent mes craintes. L'image, bien que granuleuse, montrait Élodie serrant son clutch contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Ses lèvres bougeaient, murmurant peut-être une prière ou une supplique silencieuse. Puis, l'écran s'assombrit brusquement, remplacé par des pixels brouillés. Officiellement, on parla de problème technique. Mais je savais que ce genre de défaillance n'arrivait jamais par hasard dans un hôtel de ce standing. C'était une main invisible qui effaçait ces derniers instants. Au petit matin, les Morel publièrent un communiqué rassurant. Élodie se serait retirée tôt pour se reposer. Et lorsque je visitais sa suite, les draps étaient encore impeccables, ses valises intactes, son parfum absent. Rien n'indiquait qu'elle avait passé la nuit là. Son téléphone, retrouvé éteint dans le salon privé, contenait les mêmes messages cryptés que j'avais aperçus. J'eus la certitude glaciale qu'elle avait disparu non par choix, mais parce qu'elle avait franchi une ligne rouge. La presse commença à spéculer. Fugue romantique, caprice d'héritière, rendez-vous secret. Mais je savais qu'il n'en était rien. Les invités de cette nuit chuchotaient déjà des demi-vérités. Certains feignaient l'ignorance, d'autres souriaient trop largement. J'avais la conviction qu'un complot silencieux liait ces rires mondains à la disparition d'Élodie. Ces derniers moments n'étaient pas une fuite, mais une extraction, orchestrée par des mains puissantes qui voulaient faire taire ses découvertes. Ces souvenirs, je les porte comme des cicatrices. Chaque détail, ses yeux fuyants, le tremblement de ses doigts, l'image brouillée de l'ascenseur, est gravé en moi. Je savais alors que j'étais le seul témoin capable de relier ces instants à la vérité qu'elle avait effleurée. Les milliards cachés des banques d'élite n'étaient pas qu'un chiffre abstrait, ils avaient englouti une vie. Et moi, j'étais devenu le gardien involontaire de son secret, pris au piège d'un monde qui dévore ses enfants. Après la disparition d'Élodie, je ne pouvais plus ignorer les indices laissés derrière elle. Dans son sac resté dans la suite, j'ai trouvé une clé USB cachée dans la doublure. Lorsque je l'ai insérée dans mon ordinateur, j'ai découvert des relevés bancaires codés, des graphiques de transfert qui reliaient Zurich, Londres et des paradis fiscaux. Chaque ligne respirait la fraude et la manipulation. C'était un langage de chiffres, mais derrière chaque chiffre, je sentais la silhouette d'un prédateur en costume. Les emails internes étaient encore plus troublants. On y parlait de réseaux parallèles, de clients intouchables, de flux garantis. Les noms de code masquaient des figures politiques bien réelles, que j'avais vues lever leur verre lors des dîners de gala. Je réalisais qu'Élodie était tombée sur une toile où chaque fil liait des fortunes privées à des décisions publiques. Elle avait ouvert une porte que personne dans ce monde doré n'osait franchir, et cette audace l'avait condamnée. Un détail glaçant. Certains mails mentionnaient son prénom. Élodie a consulté les relevés. Élodie pose trop de questions. Le ton n'était pas celui de collègues inquiets, mais de conspirateurs qui sentent leur secret menacé. Elle n'était plus une héritière fragile. Elle était devenue une cible. Lire ces mots, c'était comme entendre l'écho de sa peur. Elle avait compris qu'on l'observait, qu'on préparait sa mise à l'écart. Et moi, je n'avais pas su la protéger. J'ai tenté d'alerter discrètement un ancien ami journaliste. Mais il m'a raccroché au nez, terrorisé à l'idée de toucher à une affaire de cette ampleur. Son silence m'a confirmé que les ramifications dépassaient tout ce que j'imaginais. Les banques impliquées n'étaient pas de simples institutions financières. Elles formaient un réseau tentaculaire, avec des relais jusque dans les palais gouvernementaux. Et la disparition d'Élodie n'était qu'une conséquence logique d'un système prêt à tout pour survivre. Dans les salons privés, les rumeurs se multipliaient. On disait qu'elle avait entretenu une liaison avec un banquier marié, qu'elle avait menacé de révéler certains documents lors d'un dîner secret. Ce mélange de scandale intime et de vérité financière rendait l'affaire encore plus explosive. La tension sexuelle était utilisée comme arme, comme diversion. On salissait son image pour effacer sa voix, mais moi je savais que derrière ces insinuations se cachaient les véritables secrets qu'elle avait découverts.
Je repensais à ses confidences voilées, quelques jours avant la soirée fatale. Elle m'avait dit, les yeux embués, « Adrien, parfois j'ai l'impression que l'argent coule comme du sang et que certains veulent cacher les cadavres sous le marbre. » Sur le moment, j'avais cru à une métaphore poétique. Aujourd'hui, je comprends qu'elle décrivait littéralement ce qu'elle voyait. Des milliards circulant comme un fleuve noir, alimentant les vices de ceux qui se croyaient intouchables. Les bijoux qu'elle portait ce soir-là, diamants offerts par un partenaire stratégique, devenaient soudain des symboles de servitude. Chaque collier, chaque bague était lié à une transaction occulte. Elle le savait, et c'est peut-être pour cela que son sourire semblait si douloureux. Le luxe n'était plus pour elle qu'une cage dorée, un rappel constant que sa vie n'appartenait pas à ses choix, mais aux accords secrets conclus par sa famille. Je décidai de fouiller davantage. Dans les archives privées de la Fondation Morel, j'ai trouvé des dossiers confidentiels. Ils détaillaient des dons politiques, des contrats d'armement, des investissements dans des zones de guerre. Tout était maquillé sous des fondations caritatives et des projets culturels. L'élégance parisienne n'était qu'un rideau de soie dissimulant la puanteur des profits illicites. Plus je lisais, plus je comprenais qu'Élodie avait découvert la véritable nature de son héritage. Une dynastie bâtie sur des mensonges. Ces découvertes me hantaient. J'imaginais Élodie, seule dans sa chambre, lisant les mêmes documents, comprenant qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Sa détresse prenait un sens nouveau. Elle n'était pas seulement une jeune femme éperdue d'amour ou de liberté, mais une victime consciente d'un piège familial. Elle voulait peut-être se libérer, dénoncer, briser la chaîne, mais dans ce monde, les chaînes sont forgées en or massif, et quiconque tente de les briser disparaît. Quand je refermai les dossiers, je sus que je tenais entre mes mains plus qu'un scandale financier, un secret capable de faire tomber des gouvernements. Les secrets cachés n'étaient pas que des chiffres, ils étaient incarnés par des vies détruites, par des héritiers sacrifiés pour préserver l'Empire. Élodie avait osé regarder derrière le rideau, et pour cela, elle avait été effacée. Et moi, je devenais malgré moi l'héritier de son fardeau, condamné à porter ses révélations. Plus j'avançais dans mes recherches, plus je découvrais que la disparition d'Élodie n'était pas seulement l'affaire d'une famille, mais celle d'un véritable cercle d'influence. Dans les dîners mondains, les mêmes visages revenaient. Ministres, chefs de multinationales, héritières mariées par contrat, chacun jouait un rôle dans une pièce sans spectateurs où les applaudissements se mesuraient en milliards transférés à l'ombre des banques. Ce cercle du pouvoir fonctionnait comme une confrérie invisible, soudée par le secret et la peur. Je me souviens d'une réception à Genève, dans une villa dominant le lac. Les murs étaient recouverts de toiles de maître, et les caves abritaient des millésimes introuvables. Les invités ne discutèrent pas de culture ou d'art, mais de projets spéciaux et de garanties discrètes. Je compris vite que ce langage codé masquait des investissements occultes, trafic d'armes, financement d'opérations illégales, achat de loyauté politique. C'était là que l'élite scellait ses pactes, à l'abri des regards. Dans ce cercle, tout était échange, une faveur contre un silence, un contrat contre une invitation. Les bijoux offerts à certaines maîtresses n'étaient pas des cadeaux, mais des contrats vivants. Les voitures de luxe servaient à blanchir des fonds, les voyages exotiques à conclure des alliances interdites. Le luxe devenait outil, et la séduction une arme politique. Élodie avait compris ce mécanisme, c'est pour cela qu'elle s'en méfiait tant. Sa disparition n'était pas une erreur, mais une décision collective. Un soir, dans un hôtel particulier du faubourg Saint-Honoré, j'ai surpris une conversation entre 2 sénateurs et un banquier suisse. Ils évoquaient le problème Morel, comme on parlerait d'un dossier gênant à classer. L'un d'eux, cigare aux lèvres, déclara froidement « Elle en sait trop. Il faut la faire taire, coûte que coûte. » À cet instant, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'étais témoin de leur cynisme absolu, et je savais qu'aucune institution ne pouvait protéger Élodie. Le cercle du pouvoir n'était pas qu'un club de privilégiés, c'était une forteresse. Ils possédaient les médias, finançaient les campagnes électorales, contrôlèrent les marchés. Un scandale comme celui qu'Élodie menaçait de révéler aurait pu les ébranler, mais leur force résidait dans leur unité. Quand l'un vacillait, les autres resserrèrent les rangs. Leur logique était simple, sacrifier une vie plutôt que de laisser l'édifice s'effondrer. Et Élodie devint ce sacrifice nécessaire, effacé au nom de la stabilité. Je compris aussi que le pouvoir n'était pas seulement financier ou politique, mais charnel. Dans les alcôves parfumées de ces soirées, se concluaient des pactes scellés par des liaisons interdites. Ministres et héritières, banquiers et actrices, tout se mélangeait dans un balai de corps et de mensonges. La tension sexuelle était instrumentalisée comme une monnaie. Ce n'était pas de la passion, mais une stratégie. Et Élodie, par son refus de céder, avait franchi une ligne que d'autres respectèrent par peur. À mesure que je découvrais l'ampleur de cette toile, je sentais mon propre rôle devenir insupportable. J'étais à la fois observateur et prisonnier.
Mon silence me protégeait, mais il me condamnait aussi. Je voyais les sourires, les toasts levés, et je savais qu'ils portaient sur leurs lèvres la sentence d'une jeune femme disparue. Comment pouvais-je continuer à côtoyer ces monstres en smoking sans trahir ma propre conscience ? Chaque dîner devenait une mascarade sanglante. Je tentais d'approcher discrètement un magistrat intègre, mais à peine avais-je prononcé le nom Morel qu'il m'interrompit, blême. « Vous ne comprenez pas, Adrien. Ils sont trop puissants. Nous n'avons aucune prise. » Son regard trahissait la peur, mais aussi la résignation. Même la justice était une marionnette de ce cercle. Alors je compris qu'il ne me restait qu'une option. Raconter, témoigner, risquer tout pour briser leur silence. Mais à quel prix ? Dans mes cauchemars, je revois Élodie me confier ses doutes. Elle savait qu'elle marchait sur un fil tendu au-dessus du vide. Sa voix résonne encore. « Adrien, il se croit intouchable. Si je disparais, promets-moi de parler. » Cette promesse me hante. Le cercle du pouvoir a cru l'effacer, mais il ignore qu'à travers moi, sa mémoire subsiste. Raconter son histoire, c'est défier leur empire. Mais c'est aussi m'exposer à leur vengeance. Le cercle du pouvoir est une hydre. Couper une tête, 2 repousses. Mais au cœur de leur mascarade, j'ai compris une vérité. Leur force repose sur notre silence. Tant que personne n'ose briser ce mur, ils resteront invincibles. Élodie a payé de sa vie le prix de sa lucidité. Moi, je porte désormais son flambeau. Même si ma voix tremble, je dois parler. Car dans ce cercle clos, chaque secret caché est une bombe prête à exploser. Lorsque j'ai décidé d'enquêter par moi-même, je pensais naïvement trouver des alliés. Mais très vite, chaque piste que je suivais se refermait comme une porte condamnée. Les hôtels refusaient de me transmettre les enregistrements complets, prétextant des pannes. Les banques ignoraient mes demandes. Les témoins se taisaient, certains par peur, d'autres parce qu'ils avaient déjà été achetés. Chaque silence sonnait comme une menace. Et plus j'insistais, plus je sentais une ombre invisible m'observer, prête à m'étouffer. J'ai tenté de retourner à l'hôtel particulier des Morel pour interroger le personnel. L'un des chauffeurs, un vieil homme loyal, accepta d'échanger avec moi dans un café discret. Sa voix tremblait lorsqu'il me dit qu'il avait vu Élodie entrer dans l'ascenseur, mais que 2 hommes en costume l'y avaient rejointe, juste avant que les caméras ne s'éteignent. Ce témoignage confirma mes soupçons. Sa disparition avait été orchestrée. Mais le chauffeur, terrorisé, me supplia de ne jamais répéter son nom. J'ai approché un contact dans la police, un commissaire réputé incorruptible. À peine avais-je évoqué le dossier qu'il se crispa. « Adrien, oublie. Cette affaire est classée avant même d'être ouverte. » Ces mots étaient une gifle. La justice elle-même refusait de se salir les mains. Son regard fuyant me fit comprendre qu'il savait, mais qu'il n'avait pas le droit d'agir. Les pistes n'étaient pas seulement interdites, elles étaient verrouillées par des ordres venus d'en haut, du cercle que je redoutais. Chaque document que je découvrais semblait disparaître mystérieusement après coup. Un soir, mon appartement fut cambriolé. Rien ne fut volé, sauf ma clé USB contenant les copies des emails d'Élodie. Le message était clair, il me surveillait, il connaissait mes pas. Je compris que je n'étais pas un simple observateur. J'étais devenu une cible secondaire. Le luxe et le pouvoir que j'avais jadis admirés se transformaient en barreaux d'une prison invisible. Ils décidaient de ce que je pouvais savoir ou non. J'ai pensé quitter le pays, mais les frontières n'étaient pas des refuges. En Suisse, un contact banquier devait me remettre des relevés confirmant les transferts illicites. À mon arrivée, son bureau était vide, ses collègues muets. 2 jours plus tard, son nom disparut des registres de la banque, comme s'il n'avait jamais existé. Ces effacements systématiques prouvaient la force du réseau. Ils ne se contentèrent pas de contrôler l'argent. Ils contrôlaient aussi les mémoires. Certains soirs, je sombrais dans la paranoïa. Les voitures stationnées sous ma fenêtre semblaient attendre. Des appels anonymes me faisaient entendre une respiration lourde avant de raccrocher. Dans les salons privés où je continuais à me glisser, les conversations s'interrompaient dès que j'entrais. J'étais devenu un intrus, un gêneur toléré seulement parce qu'il doutait de ce que je savais vraiment. Mais je sentais que mon temps était compté, que mes jours étaient désormais marqués. J'ai tenté une dernière approche, contacter une journaliste indépendante spécialisée dans les scandales financiers. Elle accepta de me rencontrer dans un café sombre de Montparnasse. Lorsqu'elle lut les fragments d'emails que j'avais sauvés, son visage se figea. Elle promit de publier un dossier explosif, mais 2 semaines plus tard, elle fut retrouvée morte dans un accident de voiture suspect. Encore une piste effacée. Chaque tentative de vérité se soldait par un silence définitif, imposé par la peur ou par la mort. J'en vins à me demander si Élodie était encore vivante. Avait-on seulement orchestré sa disparition pour la faire taire, ou l'avait-on effacée physiquement ? Les pistes que je suivais s'achevaient toujours dans le néant. Parfois, une rumeur surgissait. On l'aurait vue à Dubaï, embarquée sur un yacht privé. D'autres disaient qu'elle était enfermée dans une clinique psychiatrique, droguée pour la réduire au silence. Mais jamais aucune preuve tangible. Ces murmures n'étaient peut-être que des illusions destinées à me déstabiliser.
Les rares alliés que j'avais encore me conseillaient d'abandonner. « Adrien, tu ne pourras rien changer. Sauve-toi avant qu'il ne t'emporte avec elle. » Mais comment fuir quand j'étais lié à Élodie par cette promesse tacite ? Elle m'avait confié ses doutes, ses peurs. Si je me taisais, je devenais complice de ceux qui l'avaient effacé. Pourtant, chaque pas vers la vérité semblait creuser ma propre tombe. Les pistes interdites n'étaient pas seulement dangereuses, elles étaient mortelles. Je compris alors que la disparition d'Élodie n'était qu'un chapitre d'un livre plus vaste, celui des manipulations financières internationales, où chaque secret valait une vie. Les pistes que je suivais formaient un labyrinthe conçu pour perdre les intrus. Mais malgré la peur, malgré les menaces, je ne pouvais plus reculer. Car derrière chaque silence, derrière chaque piste effacée, il y avait une voix qui murmurait encore « Adrien, parle, ne les laisse pas gagner. » J'étais au bord de l'abandon, prêt à céder au silence, lorsque je tombais sur un document oublié dans les archives d'un notaire lié au Morel. Un simple dossier poussiéreux, mal rangé, mais qui contenait une bombe. Des relevés croisés, des signatures, des courriels internes. Tout prouvait que des milliards avaient été déplacés à travers des sociétés écrans, masqués sous des œuvres d'art et des fondations caritatives. C'était la clé, la vérité qu'Élodie avait découverte avant de disparaître. En parcourant ces pages, je sentis mon sang se glacer. Les noms codés correspondaient à des personnalités que j'avais vues, souriantes, dans les réceptions les plus fastueuses. Ministres, patrons de banque, juges eux-mêmes impliqués. Chacun avait sa part du gâteau. Chacun avait fermé les yeux. Cette vérité enfouie n'était pas un accident, mais une organisation méthodique, huilée, prête à détruire quiconque osait lever le voile. Élodie avait touché le cœur de la bête, et elle en avait payé le prix. Je compris aussi pourquoi son fiancé Alexandre affichait tant de froideur. Il était complice. Des messages prouvaient qu'il avait servi d'intermédiaire, utilisant leur relation comme couverture pour faciliter certains transferts. Leur mariage n'était pas un conte de fées, mais une transaction. Une alliance d'argent destinée à cimenter deux empires. Élodie l'avait découvert trop tard. Son cœur trahi et sa lucidité l'avaient condamné. Cette vérité intime était peut-être la plus cruelle de toutes. Sa disparition venait aussi d'une trahison amoureuse. Je décidai de confronter Alexandre. Dans un club privé de l'avenue Montaigne, je l'ai trouvé entouré de ses amis, rires et champagne à la main. Quand je prononçai le nom d'Élodie, son sourire se figea. Ses yeux devinrent durs. Il me souffla. « Adrien, il y a des vérités que tu ne devrais jamais chercher, pour ton bien. » Cette menace voilée confirma ce que je savais déjà. Il avait choisi son camp, et il n'était plus celui d'Élodie. J'avais entre mes mains les preuves que tout le monde redoutait. Mais comment les révéler sans finir comme elle ? Chaque média que j'approchais refusait de publier. Certains directeurs me rappelaient poliment, d'autres me menaçaient à demi-mot. Les journalistes courageux disparaissaient dans des accidents. La vérité était un fardeau qu'aucune institution n'osait porter. Alors je compris que je devais parler autrement. Pas à travers les journaux, mais à travers ma voix, mon récit. La nuit, je revoyais Élodie, son regard implorant dans l'ascenseur. Elle me confiait silencieusement sa mission, révéler ce qu'elle avait découvert. Chaque document, chaque chiffre, chaque nom devenait une partie de son testament inachevé. En l'écrivant, je ne cherchais pas seulement à dénoncer un scandale, mais à lui rendre justice, à lui donner une seconde existence, à travers mes mots. Car si je me taisais, son histoire se perdrait dans le néant, comme tant d'autres victimes invisibles. J'appris bientôt que le dossier que je possédais n'était qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. D'autres héritiers avaient disparu dans des circonstances similaires, accidents d'avion, overdoses douteuses, disparitions en mer. Tous avaient un point commun, ils avaient approché la vérité des milliards cachés. Le système ne se contentait pas d'effacer les preuves, il effaçait les vies. Le cercle du pouvoir se nourrissait du silence, et chaque disparition renforçait son emprise. Mais plus je comprenais l'ampleur de la toile, plus je sentais que ma propre survie était compromise. Des voitures me suivaient, des inconnus m'observaient. Mon téléphone sonnait la nuit, sans réponse. Pourtant, au lieu de reculer, je me sentais étrangement libre. Car désormais, je savais, leur pouvoir n'était pas absolu. Il reposait sur la peur. Et si moi, simple témoin, j'osais parler, peut-être qu'une fissure s'ouvrirait dans leur mur de silence. Je décidai alors de sauvegarder les documents, de les transmettre à des contacts à l'étranger. Peu importe si je disparaissais, la vérité circulerait. Ces milliards cachés ne pouvaient plus rester dans l'ombre. Élodie avait donné sa vie pour les révéler. Je ne pouvais pas trahir son sacrifice. Chaque fichier envoyé était une victoire contre leur système. Je devenais non plus une victime, mais un acteur de résistance. Même si cela devait me coûter mon nom, ma liberté, ma vie, la vérité enfouie ne pouvait plus l'être éternellement. Derrière les murs de marbre et les yachts étincelants, derrière les diamants et les sourires, il y avait un cadavre invisible, celui de la justice trahie. En racontant cette histoire,
Je rends à Élodie sa voix et j'ouvre une brèche dans leur empire. La vérité a un prix. Pour elle, ce fut sa vie. Pour moi, ce sera peut-être la mienne. Mais au moins, le monde saura que rien, pas même des milliards, ne peut tout acheter. Aujourd'hui encore, quand je repense à Élodie, je sens un mélange de douleur et de colère. Elle n'était pas seulement une héritière fragile perdue dans un monde de luxe. Elle était une femme courageuse qui avait osé affronter les mensonges de son propre sang. Sa disparition m'a laissé une cicatrice que ni le temps ni les richesses ne pourront effacer. Chaque pas que je fais porte l'écho de sa voix étouffée. Je me demande souvent si la justice existe vraiment dans un univers où l'argent décide de tout. Les preuves que j'ai sauvées suffiraient à faire trembler des gouvernements. Mais je sais que les puissants trouvent toujours des moyens d'enterrer la vérité. Alors je doute. Ai-je protégé son souvenir ou ai-je condamné ma vie à l'ombre de leur vengeance ? Ce dilemme me ronge comme une plaie ouverte qu'aucune lumière n'apaise. Pourtant, je continue à parler, à raconter, car tant qu'un seul d'entre nous ose briser le silence, leur empire n'est pas invincible. La disparition d'Élodie n'aura pas été vaine si elle nous pousse à questionner, à refuser l'évidence imposée. Et vous, qui m'écoutez ce soir, préparez-vous. La prochaine histoire pourrait bien révéler d'autres vérités que l'élite voudrait garder enfouies.